situation ne s'est pas vraiment améliorée depuis le 7 février. Elle ne s'est pas améliorée, mais même on pourrait dire qu'elle continue de se dégrader. Les revendications, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour lesquelles on avait appelé à faire grève et qu'on s'était massivement mis en grève, c'était conditions de travail, salaire et effectif et titularisation de nos collègues CDD. Et ben, le compte n'y est absolument pas. D'abord, sur la question des salaires, la direction a mis à la signature un accord négociation annuel obligatoire à la limite du scandale, c'est-à-dire qu'elle prévoyait 1% d'augmentation pour les collègues de droit privé et 0% d'augmentation pour les collègues de droit public. Donc cet accord n'a pas été signé par les organisations syndicales, pas valablement signé. Donc la direction a décidé de le mettre en place de façon unilatérale, pensant que c'était une bonne idée, que c'était généreux de sa part de nous augmenter nos salaires, ou pas du tout d'ailleurs pour les collègues de droit public. Petit rappel, 2022, on prévoit une inflation de 4%. Et petit rappel aussi, qui est quand même important, les collègues de droit privé, là, aujourd'hui, ont perdu 12% de salaire par rapport à la création de Pôle emploi, il y a 10 ans, et les collègues de droit public en sont à 22% de perte de salaire depuis 20 ans. Donc on est absolument loin du compte. Sur la question des conditions de travail, la direction a mis à la signature un accord qualité de vie au travail. Donc cet accord ne prévoit absolument rien en matière de conditions de travail, pas d'amélioration. Il se contente de faire le point sur des relations interpersonnelles entre les collègues. Donc aucune amélioration sur des bureaux, sur le nomadisme, sur des effectifs supplémentaires, sur des liens avec les salaires, sur la reconnaissance du travail, absolument rien. Et enfin, pour finir dans les accords qui sont proposés par la direction, là, elle prévoit de remettre à la signature, de renégocier un accord d'intéressement sur la question d'une prime. Donc, pour rappel, d'une prime qui serait d'un montant maximum en brut de 400 €, sachant que c'est à la condition de dépasser 98% des objectifs sur 3 indicateurs et que en plus, c'est sur du temps de travail à 100%. Il est proratisé au niveau du temps de travail. Donc, on est loin des exigences que nous avons, nous, dans le agent de Pôle emploi, partout dans le réseau et dans les structures. Et la direction le sait très bien puisque tous les signaux sont au rouge. Lors du dernier CSE qui s'est tenu jeudi et vendredi dernier, la direction avait mis à l'ordre du jour un point sur le bilan des fiches RPS et LISA. Le résultat est sans appel. Les fiches mal-être au travail des agents ont progressé de façon énorme entre 2019 et 2021 et les agressions et incivilités des usagers ont aussi progressé avec ce chiffre qui fait presque froid dans le dos, c'est-à-dire une augmentation de 196% des menaces de suicide chez les usagers. Donc, pour résumer, les agents de Pôle emploi ne vont pas bien et les usagers ne vont pas bien non plus. Les missions sont mal rendues. Et direction et gouvernement nient totalement ces réalités. Non seulement il nie ces réalités, mais en plus il les conteste. Et pour une petite anecdote, quand même, il les conteste à tel point que M. Basser a tenu des propos qui sont scandaleux. Il s'est rendu en Pays de la Loire le jeudi 10 mars dernier pour faire le point sur la situation avec les agents des Pays de la Loire. Et il a prétendu que les collègues ne souffraient pas autant. Il a eu cette phrase que je vais vous citer. Il a dit puisque personne ne démissionne, c'est bien qu'il n'y a pas de raison de se plaindre à Pôle emploi. Les propos qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des propos qui nous ont été donnés par les copains et copines des Pays de la Loire, hein, qui ont fait un tract que nous vous enverrons et qui donne les propos. Il a dit plusieurs choses. Il a dit que d'abord, il a dit aux collègues des Pays de la Loire que leurs résultats étaient très mauvais, notamment au service entreprise. Il a dit que l'augmentation des 1% de salaire accordés par décision unilatérale était très généreuse. Il a dit que si les agents estiment qu'ils sont mal payés, pourquoi ils ne démissionnent pas de Pôle emploi? Il a dit qu'ailleurs, dans beaucoup d'autres boîtes, les conditions de travail sont bien pires que les nôtres. Voilà le mépris qu'affiche la direction générale pour les collègues de Pôle emploi. Parallèlement à ça, nous avons les annonces
de M. Macron, donc qui vont jusqu'à mettre en cause l'existence même de notre structure de Pôle emploi à travers la prévision de la construction d'une entité qui s'appellerait France Travail et qui serait un espèce de guichet unique regroupant régions, départements, missions locales, Pôle emploi, comme si les services qu'on rendait dans ces différentes structures sont les mêmes à l'identique et ne sont pas du tout complémentaires. Nous, à Pôle emploi, on sait ce que c'est que les fusions, on sait ce que c'est que les guichets uniques. Pour rappel, quand même, la fusion ACDIC-ANPE a commencé par un guichet unique. Ils avaient mis en place pour les inscriptions un guichet unique où les usagers devaient se rendre dans un site, Pôle emploi ou ACDIC, peu importe, pour venir s'inscrire. Puis après, ils ont décrété qu'il fallait simplifier, que ça devenait trop complexe. Puis ils ont fusionné. Le résultat de la fusion ACDIC-ANPE qui a donné naissance à Pôle emploi, c'est quoi? C'est une dégradation des conditions de travail pour les collègues de Pôle emploi, une baisse des salaires pour les collègues de Pôle emploi et une dégradation des missions pour les usagers. Toutes ces mesures qui sont argumentées au prétexte d'une simplification vont en général dans le sens de la réduction des droits des agents et dans le sens de la réduction des droits des usagers. Donc évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire et on craint pour l'avenir, d'autant plus qu'un rapport est sorti, je ne sais pas si vous avez pu le regarder, un rapport du Conseil d'analyse économique qui prévoit notamment la privatisation du service entreprise à l'intérieur des pôles emploi, la mise en concurrence du service entreprise des pôles emploi. Donc, on voit bien que le dévoiement de nos missions va continuer et que l'idée, c'est d'aller vers la suppression de Pôle emploi. Et on sait très bien d'expérience que ça ne va pas aller dans le sens du mieux pour les agents comme les usagers. Usagers qui subissent encore et toujours la contre-réforme de l'assurance chômage, hein, qui a pour but d'économiser 2 milliards d'euros sur le dos des plus précaires. Et Macron a annoncé d'ores et déjà qu'elle continuerait au-delà de son élection. Donc la question, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait puisque le 1er février avait été une grève massivement suivie par les collègues et avec des équipes, notamment GDD, qui avaient fait grève à 100%, des agences qui avaient fait grève à 65%, chiffre direction, donc on peut largement rajouter 15 à 20 points, hein, donc ça veut dire qu'on a des sites à 80-90% de grévistes, avec même des ELD, des équipes locales de direction qui se sont mis en grève. Donc quelle suite donner à cette mobilisation, sachant que les conditions sont les mêmes et que l'avenir qu'on nous promet n'est pas rose? Eh bien, alors, au niveau national, il y a des intersyndicales qui se réunissent. Au niveau régional aussi, on tente de réunir des intersyndicales. Il y a des syndicats qui ont laissé tomber la poursuite de la mobilisation, estimant qu'on n'arriverait pas à remobiliser les collègues. Nous, à la CGT, on considère que non, il ne faut pas laisser tomber, qu'on a tout à gagner et qu'on n'a rien à perdre à continuer cette mobilisation. Et donc là, on réfléchit à la poursuite à donner à cette mobilisation, sachant que l'idée quand même, c'est que les collectifs qui, depuis quelques mois, se ressoudent, réexistent dans les agences, hein, malgré les tentatives de la direction de découper et segmenter les collectifs, on voit qu'aujourd'hui, on se ressoude. Et ben, l'idée, c'est de donner la main aux collectifs pour décider des actions à conduire, et sachant que nous, on a évidemment tous les moyens pour mettre en œuvre ces actions, c'est-à-dire qu'on peut déposer des heures mensuelles pour que vous puissiez vous réunir sur les sites, on peut déposer des préavis de grève pour vous permettre de débrailler sur 1 heure, 2 heures, une journée, 2 jours, 3 jours. Il y a des discussions aujourd'hui qui ont lieu dans différents départements, notamment l'idée de prévoir une journée ou un début de grève, par exemple, sur les prochaines journées d'actualisation des usagers, fin mai. Il y a tout un tas de discussions qui sont possibles, mais pour ça, il faut que ça remonte des collectifs pour dire aux organisations syndicales quoi faire pour continuer la grève et la mobilisation, puisque il en va de notre avenir, sachant que le contexte là de la période est quand même à la mobilisation, puisque malgré cette période de campagne électorale, eh ben, y a plein de mobilisations partout, dans tout un tas de boîtes, dans tout un tas de secteurs, et c'est assez important de le dire parce que c'est la première fois qu'avant une période comme ça d'élection électorale, il y a autant de mobilisation. C'est la première fois que ça se voit. Ça veut dire aussi que les salariés, les travailleurs, les chômeurs d'ici, de France, n'ont pas envie de s'arrêter là et de faire confiance simplement aux élections, mais ont envie de se battre pour leurs revendications.
Dominique, qui interviendra tout à l'heure, nous fera un point précis sur la situation des mobilisations en cours aujourd'hui. Tout de suite, on va donner la parole à Sophie, qui va nous faire un point sur l'actualité, sur le CSE, puisque vous savez que la politique dans l'établissement est régie par les CSE. Elle va nous en faire un point. Puis interviendra Pierre de la CGT Chômeurs, Dominique sur l'actualité des luttes et enfin Yoann qui interviendra sur la guerre en Ukraine qui a des conséquences évidemment sur le peuple ukrainien mais aussi sur les travailleurs du monde entier. Donc je laisse la parole à Sophie qui est à mes côtés. Merci Francine. Donc je vais reprendre sur effectivement le CSE. En fait, qu'est-ce que c'est, sa fonction et son utilité. Le CSE est né de la fusion des DP, donc les délégués du personnel, du CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, et CE, Comité d'établissement, au 1er janvier 2020, date butoir avec Macron, dans le cadre de la réforme des IRP, instance représentative du personnel, et qui, donc ce CSE est issu des ordonnances de 2017. Qui au départ servent à renforcer le pouvoir et la protection du salarié, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, mais je vous montrerai que en fait c'est pas vraiment ça. Sachant que ces IRP sont obligatoires à partir de 11 salariés. Alors, petit retour en arrière, historiquement ce sont les DP en premier qui en 1936 assuraient ce rôle de protection du salarié et de renforcement du pouvoir du salarié. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est le CSE. En fait, ce CSE est consulté sur différents champs. Donc, ce qu'on appelle les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail, l'emploi. Donc, je vais vous tronçonner ces trois espaces en vous donnant des exemples. Donc, le CSE donc, qui est consulté sur les orientations stratégiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, chaque organisation ou réorganisation doit passer devant le CSE. Dernièrement, en janvier de cette année, on a eu un CSE qui nous a donné à voter pour être consulté sur le déménagement et réemménagement à l'ADR. Ça fait le 3e en 2 ans. Nous avons donc été consultés. Et en fait, il y a eu le résultat des votes qui a été le suivant. Donc nous étions contre cette réorganisation. Pour, il y avait l'ex-FDT, CFTC, et se sont abstenus le SNU-FO, SNAP et la CGC. Pourquoi nous sommes contre? Parce qu'on trouve que ces réorganisations déstabilisent le personnel en permanence, et de faire des organisations où on déstabilise le personnel, effectivement, ce n'est pas bon pour les conditions de travail. Concernant donc le CSE qui est consulté sur la situation économique et financière, sachant que c'est en région que ça se passe, sachant que nous sommes en région, c'est au niveau national que le CSE nous a donné l'information. Et par exemple, cette année, encore une fois, 217 millions d'euros n'ont pas été dépensés, sachant que nous, CGT, nous demandons évidemment des CDI et des augmentations de salaire. Donc, on voit très bien qu'on est baladé, que cet argent aurait très bien pu être redispatché et que le rapport de force s'impose pour pouvoir faire entendre nos revendications. Le CSE est aussi consulté en ce qui concerne ce qu'on appelle la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Pour illustrer mes propos, nous avons lancé un DGI, c'est-à-dire un droit de danger grave et imminent. C'est une procédure en fait qui permet de lancer une enquête que la direction réfute systématiquement en ce moment. Voilà un petit peu les frontières du CSE. On voit bien les limites qui ne sont que consultatives concernant les prérogatives du CSE. Et nous promouvons plutôt excusez-moi, L'action. Oui, une action, vous comprendrez aisément que sans rapport de force, il n'y a pas de changement. J'ai noté que les politiques nous amusent avec leurs instances, mais c'est bien dans la rue, tous ensemble et nombreux, que l'on peut changer les choses en poussant pour que l'on puisse faire plier nos dirigeants, pour faire aboutir nos revendications. Voilà. Merci Sophie. Donc on va bientôt passer la parole à Dominique pour l'actualité des luttes dans notre pays. En tout cas, on voit bien que le dialogue social ne sert pas à grand-chose effectivement, et qu'on a beau dire à la direction que ça ne va pas dans le réseau depuis des mois, elle ne s'en préoccupe absolument pas. Donc je laisse la parole à Dominique. Météo des luttes, on n'est toujours pas par temps calme. Et c'est plutôt rassurant pour la CGT. Alors, le mois de mars, c'est le mois de la journée pour les droits des femmes. Donc, ce 8 mars a été une journée importante de mobilisation partout en France, dans les entreprises, mais surtout dans la rue et dans les quartiers. Où, à l'appel des syndicats et de plus de 40 associations, les femmes ont défendu une déferlante pour l'égalité. Les femmes de première ligne, les femmes qui sont dans les métiers essentiels, qui connaissent la précarité, les bas salaires, le temps partiel subi, les femmes qui sont invisibilisées et déconsidérées, se sont manifestées et ont réclamé leurs droits et se sont mobilisées en masse. Alors, dans ces métiers-là, ce sont les métiers que nous connaissons bien, hein, aide à domicile, assistante d'élèves en situation de handicap, enseignante, soignante, travailleuse sociale, femme de ménage, travailleuse du commerce, toutes ces femmes qui ont été en première ligne pendant le Covid et qui sont les premières touchées par les conséquences de la crise économique et sanitaire. Et ces femmes-là, elles continuent à se battre. Alors, on a bien vu, notamment récemment, dans le soin et la santé, puisque un scandale a éclaté chez Orpea et Corian, qui a été dénoncé par la parution d'un livre. Mais il faut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau et inconnu, puisque ça fait des années, voire des dizaines d'années, que les salariés dans ces secteurs-là se battent et dénonce la maltraitance et la course au profit dans les EHPAD. Donc, au mois de mars, il y a eu des mobilisations importantes dans le Finistère, à Tours, en Alsace, à Kingersheim, et au château de Neuville, en Île-de-France, où les personnels se sont mobilisés de façon importante pour exiger des conditions de travail dignes et surtout contre le management toxique qui sévit dans ces établissements. Autre secteur de la santé qui se mobilise, ce sont les sages-femmes salariées, celles qui travaillent dans les hôpitaux, hein, qui ont signé majoritairement une pétition qui a été adressée au gouvernement pour exiger, pour faire valoir leurs revendications. Cette pétition, il faut noter qu'elle a été signée par 800 personnes et le secteur entier, France entière, il y a 1100
sages-femmes. Donc, ça veut dire que très, très massivement, elles ont exprimé leur colère. Et comme leurs revendications ne sont évidemment pas encore satisfaites, elles seront en grève également lors d'une journée internationale des sages-femmes en avril. Et là, elles exigeront des conditions de travail décentes, la reconnaissance de leur profession comme spécialité médicale et non paramédicale, et des hausses de salaire. Alors, nous avons aussi eu un mouvement important en Île-de-France, c'est celui de la RATP, qui s'est mis en grève le 25 mars, où notamment les salariés du réseau de surface se sont manifestés contre la privatisation et pour les salaires. 80% du réseau de bus a été gréviste ce jour-là, et la lutte continuera parce qu'il y a une forte opposition à la privatisation de la RATP. Alors, il y a également, et ça, on vous en avait parlé la semaine dernière de la grève de la FNAC de Paris 17e, mais à la FNAC, maintenant, la lutte a fait un boule de neige. Ce sont les salariés de Marseille qui ont démarré il y a quelques jours une grève à 60%. Ils ont été rejoints par leurs camarades de Cannes et de Nice. Et ensuite, il y a eu des débrayages à Caen, à Tours et à Orléans. Et ce n'est pas dit que ça va s'arrêter, parce que les salariés se sont mis en colère face au mépris de la direction qui a annoncé 15 € bruts d'augmentation, et alors qu'il y a des conditions de travail complètement dégradées. Donc, c'est une lutte qu'il va falloir suivre et qui ne va pas s'arrêter là et qu'on va continuer à soutenir. Alors maintenant, il y a aussi des luttes qui se sont terminées et terminées victorieusement. Donc, je vais citer à Paris les salariés du Vepler, donc dans la restauration, ce qui est quand même assez à noter parce que la restauration n'est pas un secteur qui se met beaucoup en grève. Et ils ont fini, grâce à leur détermination, à obtenir des augmentations historiques pour les 600 salariés du groupe. Et ils ont réussi à faire plier la direction en élargissant la grève à plusieurs restaurants en même temps. Et finalement, le personnel de service qui était rémunéré au pourcentage va pouvoir enfin avoir un salaire minimum garanti à hauteur de 2 200 € pour les chefs de rang et 2 600 pour les maîtres d'hôtel. Et ça, c'est une première dans le secteur. Alors, je vous citerai encore deux autres victoires, mais ce sont des victoires juridiques, mais il n'y a pas de victoire juridique s'il n'y a pas auparavant de mobilisation. Stellantis, PSA, a été obligé, à l'issue d'un jugement, est condamné en fait à changer la rémunération de ses salariés le week-end, mais ça fait suite à de nombreuses journées de grève, nombreuses et répétées. Et dans certains sites, Stellantis a également été obligé de consentir à des primes importantes. Alors également, une victoire pour Campanile, les salariés du Campanile Blanc-Mesnil, qui est un grand groupe d'hôtellerie, c'est hôtellerie du Louvre. Les salariés ont fini par obtenir l'internalisation, c'est-à-dire qu'elles travaillaient pour une boîte sous-traitante, ce qui veut dire qu'elles avaient des conditions de travail épouvantables, des salaires minorés et aucun des avantages sociaux du groupe. Et donc finalement, suite aux différents mouvements de grève qu'elles ont développés, là, le groupe a fini par céder et les a internalisés.
Alors, c'est un très bon exemple, finalement, de la persévérance qu'il faut avoir dans nos luttes si on veut obtenir quelque chose. C'est clair qu'une journée de grève de temps en temps, c'est important, mais ça n'est pas suffisant. Donc, pour que nos mouvements ils débouchent, il faut répéter les journées de grève et il faut associer l'ensemble des forces syndicales qui veulent se mobiliser et il ne faut pas hésiter à populariser la lutte à l'ensemble d'un territoire ou l'ensemble d'un secteur pour peser sur l'entreprise. Merci Dominique. Alors on a un petit souci technique. Pierre de la CGT chômeur n'arrive pas à se connecter. Donc bon ben tant pis. On va laisser la parole maintenant à Johan. Ouais. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Un petit mot, justement, un peu pour conclure ce webJT sur un peu la situation en Ukraine. Donc, ça en parle pas mal là dans les médias, mais nous, en tant que syndicalistes, on est bien entendu très préoccupés et concernés par ce qui s'y passe, hein, par l'invasion russe du coup de l'Ukraine, qui du coup a déjà des conséquences dramatiques pour tous les travailleuses et travailleurs, la population ukrainienne qui fait face à des grosses difficultés, à la fois des villes qui sont rasées, qui sont ravagées, une économie qui est mise à genoux, près de 10 millions de déplacés, dont plus de 3 millions, quasiment 4 millions à l'étranger, et une grande partie de la population qui a aujourd'hui mobilisé aussi bien dans les forces militaires que dans la défense territoriale et dans l'aménagement. Du coup, là, c'est toute une population qui se met debout et qui résiste à une invasion. Et donc, et à côté de ça aussi, aujourd'hui, un mouvement de la paix qui se développe en Russie, qui est réprimé, qui est minorisé, qui est censuré, mais qui essaie de faire porter sa voix. Et qui se mobilise. Du coup, nous, au niveau de la CGT, donc, il y a forcément un devoir de solidarité internationale qui s'exprime et un devoir de soutien inconditionnel aujourd'hui à la résistance du peuple ukrainien qui s'exprime et au mouvement finalement du peuple russe qui se mobilise contre la guerre et pour faire tomber le régime. Donc il y a à la fois cette solidarité qui va s'exprimer avec une revendication qui est très claire, qui est retrait immédiat des troupes russes et désescalade. Arrêtons l'escalade militaire aussi, arrêtons de faire les gros bras au niveau des différents pays européens, désescalade militaire, mais aussi forcément une revendication qui est fondamentale, qui est la solidarité avec tous les réfugiés. Et par ailleurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur couleur de peau. On n'est pas là pour trier à un moment donné, il faut arrêter avec un peu la démagogie raciste qui peut s'exprimer à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a un devoir d'accueil, toutes les personnes qui fuient les bombes, il y a un devoir d'assistance. Donc, au niveau de la CGT, il y a un peu une campagne qui s'est menée, et pas seulement la CGT, mais aussi une campagne militaire. Je vais vous partager justement le visuel. Il y a des collectes de fonds qui se font actuellement. Alors, c'est celui-là. Donc, on pourra vous les transmettre aussi. Voilà, c'est celui-là. Et donc, on pourra vous les transmettre, mais il y a aujourd'hui des collectes qui se mettent en place et qui, du coup, permettent de transmettre des fonds, des vivres pour la population ukrainienne. Voilà, CGT régulièrement, elle fait des preuves de solidarité internationale. Hein. Il y a quelques mois, c'était pour les syndicalistes birmans qui s'étaient mobilisés face au coup d'État. Donc, voilà, c'est un devoir en tant que travailleuses et travailleurs de faire jouer cette solidarité et nous, on relaiera ces campagnes-là. Donc, n'hésitez pas à contribuer à la campagne unitaire et contribuons là où c'est possible à se mobiliser dans les mouvements et dans les manifestations pour la paix et pour le retrait des troupes russes. Merci Johan. On voit bien que le monde est en ébullition partout. Voilà, et les salariés, les travailleurs d'en bas sont attaqués de toutes parts. Et en même temps, il y a des révoltes partout et de la solidarité internationale qui se développe. Il y a des révoltes en Tunisie, il y a des révoltes au Soudan, il y a des grèves aux États-Unis. Il y a voilà, avec cette compréhension que le système ne nous veut pas du bien. Et s'accapare les richesses, s'accapare les bénéfices, s'accapare tout au détriment de la santé et de la vie de tous ceux qui bossent au quotidien pour faire tourner la machine.
Donc il est temps pour nous à la CGT, hein, mais de prendre un peu son avenir en main et de s'organiser partout où on est sur nos lieux de travail. Alors du coup, nous, on fait différentes réunions dans les départements et partout. Donc les prochaines dates, de toute façon, on vous les renverra par mail, mais la prochaine réunion dans le 91, c'est le 4 avril. La prochaine réunion dans le 93, c'est le 11 avril. Le 12 avril, il y a une réunion dans le 75 et dans le 77. Le 19 avril, dans le 92 et dans le 95. Et le 22 avril, dans le 78. Toutes ces réunions, elles sont là pour permettre de discuter à la fois de l'actualité de Pôle emploi, mais aussi de décider des actions qu'on peut mener, de voir dans quel site il faut aller, dans quel site il y a une urgence, puis aussi d'aider des collègues individuellement sur des sujets particuliers, des besoins de mutation, tout un tas de choses comme ça. Elles sont importantes et elles permettent d'organiser les collègues à la base. Dans les autres échéances, dimanche, il y a une manifestation contre l'extrême droite. Donc elle est à l'appel de plusieurs organisations syndicales, politiques, plusieurs associations, dont la CGT. Le départ sera le 3 avril à 14h à Nation, en direction de Place de la République. Et dans les échéances, donc vous savez qu'on n'a plus de CFES, de journée de formation. Néanmoins, on organise le 9 juin quand même une journée ouverte à toutes et tous sur les questions LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, qui se tiendra à la salle ENAF de la Bourse du Travail. On diffusera le film Pride et des collègues et camarades seront là pour intervenir et discuter des droits et des discriminations. On vous enverra aussi un mail pour vous donner tous les détails. Et on vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.